Le Japon adore ses trains. Symbole de la modernité sous l'ère Meiji, ils deviennent une tradition de nos jours. Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. À la sortie du Sakoku, à la période d'isolement du Japon, le train il va se développer fortement grâce à l'importation de technologies étrangères et va permettre la croissance économique de l'ère Meiji. Aujourd'hui, le train c'est un symbole de modernité grâce à l'excellence du Shinkansen. Le Shinkansen, c'est le fleuron de la Japan Railway, la JR, la principale compagnie de train au Japon. Alors, il y a d'autres compagnies de train au Japon, il y en a beaucoup. Alors, par exemple, à Kyoto, vous allez découvrir aussi la Keihan, la Kintsu, la Hankyu. La Keihan est très pratique pour voyager le long de la Kamo. La Kintetsu, sa gare, elle est beaucoup plus centrale à Nara, donc si vous allez à Nara, ça va être plus sympa d'utiliser la Kintetsu. Mais si vous devez partir du Fushimi-Inari, c'est plus pratique d'utiliser la JR. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le JR Pass, hein? C'est une question qui se pose quand on prépare son voyage au Japon. Et j'ai une solution pour y répondre facilement à la fin de la vidéo. Avant ça, il faut souligner que le train au Japon, c'est quelque chose de très important, de voire quasiment sacré. Alors, c'est peut-être irrité du shintoïsme et de l'idée que tout a une âme. Mais on ne rigole pas avec les trains au Japon. On ne rigole pas avec l'efficacité opérationnelle des trains au Japon. Donc si un train est en retard et que c'est jugé grave, il y a des conférences de presse qui peuvent être organisées pour s'excuser d'un retard de 2 minutes sur un train. Donc moi, ça m'a toujours surpris, amusé et impressionné. Le réseau ferré japonais est très efficace et très développé. Il y a quelque chose qui se fait encore au Japon que je vois plus trop en France, c'est qu'il existe des trains directs, semi-rapides, express ou limited express. Alors les trains locaux, hein, comme on l'a dit, c'est les trains qui vont s'arrêter sur toutes les gares sur le trajet. Donc, par exemple, si on va de Kyoto à Nara, on va pouvoir profiter de toutes les gares, tous les arrêts. Ça va mettre un peu de temps, on va payer le tarif le moins cher. Alors, par exemple, sur la Kintetsu, c'est 780 yens pour aller de Kyoto à Nara, 4 euros. L'avantage des trains locaux quand on est touriste, c'est qu'il y a moins de monde a priori dessus et qu'on va pouvoir être tranquille dans ces trains-là. Ensuite, pour les gens qui travaillent, hein, qui sont un peu plus motivés, qui ont besoin d'aller plus vite, il y a les trains semi-rapides, qui eux vont s'arrêter qu'aux gares principales, et qui, entre Kyoto et Nara, vous risquez de gagner 20-30 minutes de transport. Et ces trains-là, c'est le même tarif que les trains locaux. Donc, par exemple, entre Kyoto et Nara, sur la Kitensu, c'est 780 yens, 4 euros. Puis ensuite, il y a les express, alors ils vont aller encore plus vite que les semi-rapides, donc ils ont toujours le même tarif. Et puis, il y a les limited express. Alors, les limited express, eux, on paye un tarif supplémentaire et on a un meilleur siège. Donc, si vous allez entre Kyoto et Nara, vous allez à peu près doubler le prix, ça va coûter 1500 yens. Il va falloir payer votre extra fee sur une machine différente. Alors, comme le train est sacré, hein, les gens se comportent vraiment bien dans le train au Japon. Donc, c'est l'étiquette de comment on se comporte dans le train est vraiment respectée par les Japonais. On a à peu près la même étiquette, hein, mais nous on la respecte plus, pour être honnête. Mais eux, ils la respectent vraiment. Donc déjà, quand vous attendez sur le quai, les gens respectent la queue et on ne s'arrange pas pour griller les autres. On laisse descendre les gens du train avant de monter dedans. Ça, c'est vraiment respecté au Japon. Si on doit rester debout et qu'on a un sac, par exemple, on a un sac à dos, on va retourner le sac, on va le mettre sur le ventre pour s'assurer qu'on ne bouscule pas quelqu'un avec son sac à dos quand on bouge. Voilà. Les choses, on évite de déranger. Si il y a du monde, ça se fait pas, par exemple, de mettre les pieds sur les bagages. Non. On s'assoit correctement et on essaye de rendre les bagages les moins encombrants possible pour les autres passagers. Bien sûr, on ne mange pas, on ne boit pas et on respecte le silence. Alors, on peut parler à ses voisins, mais on parle doucement, on ne fait pas comme si on était seul au monde dans le train. Et s'il y a des personnes âgées, forcément, des personnes en situation de handicap, on laisse la place. Et souvent, il vaut mieux le faire sans montrer qu'on laisse la place pour cette raison-là. Pour pas mettre la personne mal à l'aise. Alors, on mange pas dans les trains, sauf dans les trains où on peut manger.
Alors les trains où on peut manger, c'est les Shinkansen par exemple. En fait, c'est tous les trains où on a une place assise, où il est prévu qu'on ait une table, une poubelle, et on va pouvoir manger sans déranger les autres, sans salir les lieux. Ok. Donc on mange pas dans le métro, on mange pas debout, on mange pas sur les trains locaux. Par contre, sur un train, on a une place réservée avec une table pour manger, on peut manger à cet endroit-là. Et ça fait même partie de la culture et du charme du voyage japonais. Donc il y a un mot qui décrit les petits bento, les petits pique-niques qu'on emmène dans le train, qui s'appelle ekiben. Donc eki, c'est la gare. Ben, c'est le diminutif de bento, et c'est ces petits pique-niques qu'on achète à la gare avant de monter dans le train. Et ça, acheter un ekiben, ça fait partie de la culture japonaise, quoi. Si vous faites un voyage au Japon et que vous prenez le Shinkansen, prévoyez de manger dans le Shinkansen et d'acheter un ekiben à la gare pour votre voyage, quoi. Alors, le train a une empreinte affective et émotionnelle forte au Japon. Alors, vous allez voir des Japonais qui prennent des trains en photo, il y a des trains qui sont très connus, ils sont spéciaux, ils ont une histoire, les gens se racontent l'histoire de ce train-là. Quand un train part à la retraite, on organise une fête, les clients qui le prenaient souvent peuvent venir, peuvent repartir avec un souvenir, par exemple repartir avec un anneau quand on s'accroche dans le train. Donc ça, c'est classique au Japon. Quand vous allez dans les salles d'arcade, il y a des jeux dédiés à simuler le fait de conduire un train. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est un objet, c'est un rêve, c'est pour les enfants, conduire un train, ça fait rêver. Il y a des histoires, toute une histoire autour des musiques dans les trains. Donc quand vous prenez des trains où il y a beaucoup de travailleurs dessus, ils ont tendance à s'endormir sur la banquette. Donc quand on est côte à côte, moi ça m'est arrivé plusieurs fois quand je vivais au Japon d'avoir des voyageurs qui s'endorment sur mon épaule, et même des Japonais. Et chaque gare a une musique différente. Et normalement, ça vous permet de vous réveiller au bon moment. Donc quand vous commencez à entendre les musiques un peu différentes, vous savez que vous allez bientôt arriver. Donc faites attention à ça si vous avez la chance de voyager dans les trains. Écoutez bien différentes musiques dans différentes gares qui varient un peu. Alors, je trouve que cet amour des trains, on le retrouve dans toute la culture japonaise, et notamment dans les animés. Donc, par exemple, l'œuvre de Makoto Shinkai a fait une place très belle et magnifique au train. Donc, vous allez le voir un peu dans Your Name, Kimi no Na wa, ou dans une œuvre qui est plus ancienne. Moi, j'adore 5 cm par seconde. Et clairement, dans 5 cm par seconde, le train fait partie de l'histoire entre deux personnages et du lien entre eux, du musubi. Alors, le prolongement logique de cette émotion du train et de cette praticité du train, c'est la gare. Donc les trains sont très importants au Japon, les gares sont très importantes au Japon. Donc il y a plusieurs compagnies de train, et les compagnies de train ont vraiment bien marché, et les compagnies de train ont tendance à devenir un peu des conglomérats. Donc ils ne se sont pas arrêtés à la fonction de transport ferroviaire, ils se sont élargis, c'est devenu des groupes financiers. Alors à travers les cartes, un peu d'abonnement, donc si vous prenez la Suica à Tokyo, l'Ikoka dans le Kansai, ces cartes-là, elles vous permettent de payer. Et une gare, c'est souvent aussi un mall. Dès que la gare a un peu de trafic, ça devient un centre commercial qui appartient aussi à la compagnie de train, qui permet de mettre des boutiques et de rapporter de l'argent. Et c'est un côté extrêmement pratique. Vous rentrez du travail, vous êtes à la gare, vous avez besoin d'aller faire une course, vous pouvez aller acheter des habits, vous pouvez aller acheter un cadeau pour votre femme et rentrer à la maison, et vous allez perdre très peu de temps. Donc l'aspect commercial des gares est extrêmement développé. Si vous allez à Kyoto, vous avez deux centres commerciaux. Vous avez le Porta au sous-sol, et vous avez un peu dans l'aile ouest, vous avez la JR Setan. Bien sûr, vous pouvez manger dans les gares. Donc il y a beaucoup de restaurants, souvent c'est aux derniers étages, et vous pouvez profiter de la vue sur la ville. À Kyoto, il y a un restaurant d'unagi, d'anguilles que j'adore dans la gare de Kyoto, et quand on est là-haut, en plus, on peut profiter de la vue. Il faut vous dire aussi que le Japon, des fois, c'est tellement pratique que, par exemple, vous pouvez manger des ramen. Il y a des magasins de ramen sur les quais des gares. Donc vous pouvez être sur le quai de la gare,
Vous allez trouver un combini sur le quai de la gare, vous allez trouver un restaurant de ramen et vous allez pouvoir manger un ramen en 5 minutes top chrono en attendant votre train. Alors les gares, ça peut être des monuments en soi, hein. Visiter la gare de Kyoto, c'est un des 10 lieux touristiques à visiter à Kyoto. La gare de Tokyo, avec ses briques rouges, elle est magnifique. Enfin, c'est des lieux où on a envie de se dire j'y suis allé. C'est tellement vrai que maintenant dans la culture japonaise, il y a cette volonté de garder une trace de je suis allé dans cette gare. Alors il y a des tampons dans les gares et chaque gare a son tampon et on peut collectionner dans son petit cahier personnel toutes les gares où on est allé. Alors petit aparté pratique hein, sur les cartes qui permettent de voyager au Japon, hein, notamment de prendre les trains. Donc il y a plusieurs types de cartes, comme il y a plusieurs compagnies de train, il y a plusieurs types de cartes. Donc, vous allez entendre parler de la Suica, de la Pasmo, de la Ecoca, par exemple. Une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que il y a des endroits où on va accepter une carte et pas l'autre? Non. Ok. Donc si vous prenez une carte, c'est des types de cartes dites IC card. Et en général, partout où vous allez aller, vous pourrez payer avec une IC card, vous pourrez payer avec l'autre. Donc à partir du moment où vous êtes dans un combini et que vous vous dites je veux payer par IC card, ils vont activer le lecteur d'IC card pour que vous puissiez payer. Donc vous pouvez montrer hein, laquelle vous avez, mais ça ne va pas changer grand chose. L'important c'est que le lecteur IC card soit disponible. Pareil pour les trains, pour les bus. Si vous avez un lecteur d'IC card, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Voilà, c'est connecté. Alors ce qui se passe hein, en revanche, c'est que il y a des cartes qui sont liées un peu à des régions. C'est plus dans la possibilité d'avoir cette carte-là. La Ikoka, elle est liée à la région du Kansai, la Suica, elle est un peu plus liée à la région du Kanto. Hein. Je pense que c'est JR qui a juste voulu, comme il y a JR Ouest et JR Est, ils ont fait une carte pour l'Ouest et une carte pour l'Est. Donc l'Ikoka, vous allez l'acheter quand vous arrivez à l'aéroport d'Osaka, et la Suica, vous allez l'acheter quand vous arrivez à l'aéroport de Tokyo. Une fois que vous l'avez acheté, tout se passe pareil. Alors, vous pouvez essayer de. Il y a des cartes qui existent où vous avez 0 caution. Et on sait que vous êtes touriste et que vous allez la garder pas très longtemps. Et je crois que la carte elle est valable 28 jours. Et vous allez pouvoir utiliser cette carte-là. Si vous voulez une carte qui dure plus longtemps, vous pouvez prendre une carte avec une caution de 500 yens et elle va durer 10 ans. Donc moi j'ai des cartes à des cautions de 500 yens, je les prête à mes amis. Voilà. Et c'est pratique quand vous revenez au Japon, il vous reste des yens un peu quand vous arrivez à l'aéroport. De toute façon, ça peut vous faire un petit souvenir. Alors l'autre question qui se pose beaucoup au Japon, hein, c'est est-ce que ça vaut le coup de prendre le JR Pass? Donc la réponse elle est souvent très mathématique, hein, il n'y a pas de vérité pour tout le monde. Alors le JR Pass il est assez cher, donc si vous faites juste Tokyo-Kyoto, a priori vous n'avez pas intérêt à prendre le JR Pass. Si vous voulez aller un peu plus dans le détail et faire un voyage un peu plus complexe, moi j'ai créé un simulateur hein, qui tient compte de est-ce que les trains que vous risquez de prendre ils seront sur la compagnie JR ou pas. Hein. Le JR Pass ne vous permet pas d'accéder aux autres compagnies de train, logiquement. Hein. Donc voilà, vous avez sur Ryoko votre amour, vous pouvez facilement créer votre voyage, suivre ma proposition, l'adapter, et vous avez à tout moment, vous pouvez vérifier est-ce que ça vaut le coup de prendre le JR Pass vu le trajet que vous préférez de faire. Donc c'est un service gratuit sur Ryoko mon amour, hein, tout ça, préparer votre voyage, prévisualiser, savoir si ça vaut le coup de prendre le JR Pass, avoir une évaluation du budget. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil pour pour répondre à cette question. Et j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'aller au Japon et de voyager dans ces trains. Arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu.